Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans un sujet qui fait trembler tout le football africain en ce moment. Les sanctions prononcées par la Confédération africaine de football, CAF, contre notre fédération. Ce n'est pas juste une petite amende ou une suspension anodine. Non. On parle ici d'une décision qui touche l'équipe nationale dans son ensemble, ses joueurs, son staff, et même ses supporters. Et surtout, on parle d'une décision qui soulève des questions énormes sur la justice, l'équité et le fonctionnement même du football continental. Je sais que beaucoup d'entre vous ont réagi à chaud sur les réseaux. Certains parlent de quitter la CAF, d'autres imaginent des solutions radicales. Je comprends parfaitement cette colère. Mais avant de crier au scandale ou de rêver à des révolutions impossibles, prenons vraiment le temps de décortiquer tout cela ensemble, point par point, avec calme et objectivité. Parce que c'est seulement en comprenant bien les enjeux qu'on pourra agir intelligemment. Si cette analyse détaillée vous plaît déjà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dès maintenant. Ça aide énormément l'algorithme à pousser la vidéo et ça me motive à continuer à produire ce genre de contenu long et approfondi. Commençons par le commencement, quelles sont exactement ces sanctions? Elles sont lourdes. Très lourdes. Suspension de plusieurs matchs pour certains joueurs clés, amendes financières qui se chiffrent en dizaines, voire centaines de milliers de dollars, et des mesures qui touchent l'ensemble de la délégation. Tout ça à la suite d'incidents survenus après le coup de sifflet final d'un match décisif dans une compétition continentale. Le rapport du délégué du match est révélateur, il cite quasiment tout le monde aux joueurs, staff technique, encadrement médical, dirigeants pour des comportements jugés inappropriés. On a l'impression que quiconque a exprimé la moindre frustration après le match s'est retrouvé dans le viseur. C'est une volonté claire de frapper fort, de faire un exemple. Mais est-ce vraiment proportionné? Lors de la visioconférence avec la commission de discipline de la CAF, nos représentants ont joué leur rôle à fond. Ils ont exigé des preuves concrètes, des éléments irréfutables. Et là, la réponse a été décevante, pour ne pas dire accablante. On leur a présenté 2 photos. 2. Seulement. 2 images floues, prises de dos, où on distingue à peine les silhouettes. Rien de plus. Pas de vidéo claire, pas de séquence continue, pas de contexte précis. Imaginez-vous, on suspend des joueurs internationaux, on impose des amendes colossales, on ternit la réputation d'une nation entière, sur la base de 2 photos où on ne voit même pas les visages? C'est comme condamner quelqu'un pour vol en se basant sur une ombre dans une ruelle sombre. Où est la justice sportive? Où est le principe élémentaire selon lequel on ne sanctionne que sur des preuves solides? Et là, on touche à un problème encore plus profond, le 2 poids, 2 mesures. Personne ne nie qu'il y a eu des tensions après le match. Des altercations, des échanges verbaux musclés, des gestes déplacés des 2 côtés. Mais curieusement, les sanctions tombent uniquement d'un côté. Les joueurs adverses qui ont provoqué, qui sont venus au contact, qui ont participé activement à l'escalade, rien. 0 sanction. Comme si l'histoire n'avait qu'un seul coupable. Je vous pose la question sincèrement, depuis quand la responsabilité est-elle unilatérale dans un conflit? On a tous vu des matchs où les 2 équipes s'embrouillent, où les bancs se vident. Souvenez-vous des finales de CAN ou de matchs de Coupe du Monde où les nerfs ont lâché. Pourtant, les sanctions sont rarement aussi déséquilibrées. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? C'est une question légitime qui mérite une réponse claire. Passons maintenant à la question des supporters, souvent pointés du doigt dans cette affaire. Parmi les sanctions, une partie importante concerne le comportement du public. Amende pour jet de projectiles, fumigène, envahissement partiel. Mais remettons les choses en contexte. Ce match ne s'est pas joué à domicile, dans notre stade national où la fédération gère tout. Non. Il s'est déroulé dans un pays tiers, sous la responsabilité directe des organisateurs locaux et de la CAF elle-même. Qui vendait les billets? La CAF et les organisateurs locaux. Qui contrôlait les entrées et la sécurité? La CAF et les organisateurs locaux. Qui décidait des fouilles et des objets interdits? Toujours la même réponse. Alors quand on vient reprocher à la fédération le comportement de supporters qui ont acheté leurs billets légalement, qui sont entrés par les portes officielles et qui étaient dans les tribunes attribuées, on se demande où est la logique. Si des objets interdits sont passés, si les contrôles ont été laxistes, la faute incombe à qui exactement? Et là encore, le 2 poids 2 mesures frappe. Dans la même compétition, on a vu des matchs avec des envahissements massifs, des fumigènes en quantité industrielle, des projectiles lancés sur le terrain. Les sanctions? Bien plus légères, voire inexistantes. Pourquoi cette sévérité sélective? Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il autre chose derrière? Un autre point qui a beaucoup fait parler, le fameux geste des billets de banque agités par certains supporters en direction des officiels ou de l'arbitre. La CAF a interprété cela comme une atteinte grave à la réputation de la compétition, une insinuation de corruption. Amende salée en conséquence. Mais soyons honnêtes, agiter des billets peut signifier beaucoup de choses. Dans certaines cultures,
C'est une façon de montrer son investissement, ses sacrifices financiers pour venir soutenir son équipe à l'étranger. C'est une marque de passion, de fierté, regardez tout ce qu'on a dépensé pour être là. Pourquoi l'interpréter systématiquement comme une accusation de corruption? Sauf, bien sûr, si ceux qui interprètent ce geste se sentent personnellement visés. Ce qui, dans le contexte d'un match marqué par des décisions arbitrales très controversées ou des pénaltys litigieux, des hors-jeux douteux, des cartons oubliés ou pourrait expliquer cette sensibilité extrême. Je ne porte pas d'accusation directe. Je pose simplement une question. Quand des erreurs arbitrales flagrantes ont été analysées par des experts du monde entier, quand les images tournent en boucle sur les réseaux, est-il vraiment surprenant que des supporters expriment leur frustration de manière symbolique? Et est-il juste de transformer ce symbole en prétexte pour des sanctions disproportionnées? Si vous êtes toujours là après cette première partie, bravo! On va maintenant aborder un sujet qui revient sans cesse dans les commentaires. L'idée de quitter la CAF pour rejoindre une autre confédération, comme l'UEFA ou l'AFC. Je comprends la frustration. Vraiment. Quand on a le sentiment d'être traité injustement, l'envie de claquer la porte est naturelle. Mais soyons réalistes, c'est tout simplement impossible dans les conditions actuelles. D'abord, changer de confédération continentale n'est pas comme changer de club ou de ligue locale. Il y a des règlements stricts de la FIFA. Pour être accepté dans une nouvelle confédération, il faut 1. L'accord de la confédération d'accueil. L'UEFA ou l'AFC ont déjà leur équilibre géographique, financier, compétitif. Pourquoi accepterait-il un pays africain qui bouleverserait tout? Il n'y a pratiquement aucun précédent, l'Australie a changé pour l'Asie, mais dans un contexte très particulier et avec l'accord de tous. 2. L'accord de la confédération que l'on quitte. Oui, vous avez bien entendu, la CAF devrait accepter notre départ. Dans le climat actuel, avec ces tensions, pensez-vous vraiment qu'il dirait oui? 3. L'accord implicite de la FIFA. Toute tentative unilatérale entraînerait une suspension immédiate de toutes les compétitions internationales. Plus de CAN, plus de qualifications Coupe du Monde, plus de matchs amicaux officiels. Isolation totale. C'est une illusion. Une solution qui ferait plus de mal que de bien. Alors, que peut-on faire concrètement? La première chose, déjà en cours, le recours devant la commission d'appel de la CAF. C'est la voie réglementaire normale. Cette commission va réexaminer le dossier, les preuves, ou plutôt leur absence, les témoignages. Elle peut confirmer, alléger ou annuler les sanctions. On croise les doigts, mais on reste lucide, c'est une instance interne, donc pas totalement indépendante. La deuxième option, plus solide, saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, à Lausanne. C'est la Cour suprême du sport mondial. Des affaires comme celle de la Russie, de Platini, de clubs européens, tout passe souvent par là. Le TAS est composé d'experts indépendants, sans lien direct avec la CAF. Ils jugent sur les faits, le droit, et rien d'autre. L'avantage, impartialité réelle. Les inconvénients, le temps, plusieurs mois, parfois plus d'1 an, et le coût, avocats spécialisés, frais de procédure, plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais parfois, une question de principe vaut plus que l'argent. Défendre sa réputation, montrer qu'on ne se laisse pas faire, ça n'a pas de prix. Côté financier, justement, ces amendes, environ 100 000 $ au total, seront très probablement déduites directement des primes de participation à la compétition. On a réalisé un beau parcours, généré plus d'1 million de dollars de revenus, et une partie sera confisquée pour des sanctions contestées. C'est rageant, mais c'est le système actuel. Je voudrais aussi nuancer les critiques envers nos dirigeants. On les accuse parfois de passivité. Mais gérer ce genre de crise face à une instance puissante n'est pas simple. Il y a la scène publique, mais aussi les coulisses, négociations discrètes, diplomatie, alliances. Parfois, le silence stratégique vaut mieux que les déclarations tonitruantes qui donneraient des munitions à l'adversaire. Cette affaire n'est pas qu'un match perdu ou des sanctions. Elle révèle des dysfonctionnements profonds dans la gouvernance du football africain, manque de transparence, traitement différencié, influence politique ou économique possible. À long terme, ce qu'il faut, c'est une réforme profonde de la CAF. Règles plus claires et appliquées uniformément. Instance de discipline réellement indépendante. Séparation nette entre pouvoir sportif et intérêts extérieurs. Cela ne viendra pas seul. Il faut documenter chaque injustice, construire des alliances avec d'autres fédérations qui ont vécu la même chose, et exercer une pression médiatique et diplomatique continue. En conclusion, cette situation est frustrante, injuste, mais pas désespérée. Nous avons des recours juridiques, des leviers diplomatiques, une opinion publique qui commence à s'intéresser. Restons patients, stratégiques, unis. La division nous affaiblirait, la solidarité nous renforcera. Si cette analyse longue et détaillée vous a plu, likez, commentez votre avis, je lis tout, partagez la vidéo et abonnez-vous pour suivre la suite de cette affaire.
On va continuer à décrypter les développements ensemble. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et restez passionnés.